place au parti pris. Ruth, Pascal, vous restez autour de la table. Abnou Chalmani nous rejoint pour l'International. Mais Ruth, on poursuit d'une certaine manière, et Pascal a commencé à l'aborder tout à l'heure, parce qu'on se tourne vers la gauche. On se tourne vers ceux qui ont fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon, qui pour certains ont dit que c'était terminé, sans que ce soit réellement clair pour d'autres. Et il y a beaucoup de silence, vous vous dites, il y a en tout cas des liaisons dangereuses. Oui, on a l'impression que toute la classe politique découvre à présent la radioactivité de LFI et précisément de ses relations avec la Jeune Garde, ce mouvement violent antifa. Écoutez ce matin François Hollande, il dit « La relation est rompue, LFI a une double responsabilité, la première, brutaliser la vie politique, et la deuxième, écoutez. » D'avoir accepté d'avoir un lien avec un groupe, en l'occurrence la Jeune Garde, qui fait du combat physique son but et sa méthode. Et ça, c'était généralement ce qui existait dans les partis extrémistes. La lucidité bienvenue, mais peut-être un peu tardive. Je parle là d'ailleurs pour l'ensemble des députés et des responsables politiques, parce que lorsque Raphaël Arnaud arrive dans l'hémicycle, tout le monde connaît son CV. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une séquence très forte pendant les élections de 2024 et où Gabriel Attal, en campagne, est prise à partie par Raphaël Arnaud, le candidat à Avignon, et voilà comment se passe l'échange. Je ne vois pas quelle leçon vous avez à donner en termes de lutte contre l'extrémisme. Quand on voit les propos que vous avez tenus, notamment le 7 octobre, quand on voit ce que la Jeune Garde, le mouvement auquel vous faites partie, est capable de tenir comme propos violents, comme menace à l'endroit de nos concitoyens, on n'a pas de leçon à donner. Avec les discours que vous tenez, vous ne valez pas mieux que l'extrême droite. Vous ne valez pas mieux que l'extrême droite, dit-il. On va vous battre et battre l'extrême droite au deuxième tour. De fait, la candidate Ensemble pour la République s'était désistée au nom du barrage républicain. Mais Gabriel Attal et son parti n'ont pas appelé à voter pour Raphaël Arnaud. La gauche l'a fait, et notamment la maire socialiste d'Avignon, Cécile, elle a bien appelé à voter pour lui. Mais il y a eu, au nom du barrage républicain, un désistement. Mais il n'y a pas eu d'appel à voter pour lui. Dans d'autres cas, ça a été le cas. Dans d'autres cas, ils ont appelé à voter pour le candidat. Non mais c'est une nuance. Non mais c'est une nuance. C'est une nuance. Non mais c'est pas. Attendez. Bon, mais attendez. On joue sur les mots là. Oui, si vous voulez. En tout cas, ce moment-là, c'est lui qui indique que ce personnage est sulfureux et que tout le monde doit le savoir. Avant le premier tour. Mais bien sûr. Et ensuite, malgré tout, il y a une alliance. Il est élu, c'est clair. Et en effet, il ne dit pas il faut pas voter LFI. Il dit à la radio oui, dans certains cas, il faudra voter LFI. Alors. À gauche, en effet, par ailleurs, il n'y a pas du tout qu'LFI qui a des liens organiques avec la Jeune Garde. Les autres partis l'ont soutenu, et c'est à quoi faisait allusion Pascal il y a quelques instants, lorsque Bruno Retailleau a annoncé sa décision en juin 2025, la dissolution. Là, il y a une levée de bouclier, notamment Marine Tondelier, chef des Verts, ne rien laisser passer, 3 petits points, sauf le fascisme, soutien à la Jeune Garde. Et effectivement, il y a une pétition qui est signé pour soutenir le recours devant le Conseil d'État. Le NPA d'Olivier Besancenot le dénonce, lui, une dérive autoritaire du gouvernement, une attaque politique contre les libertés. Le Parti communiste s'associe en partie à ce recours, mais dénonce l'atteinte aux libertés publiques de la dissolution, mais émet quelques réserves sur les méthodes néanmoins. Et puis on apprend, alors c'est une enquête de l'Express qui le dit, à Lyon, à de nombreuses reprises, ce mouvement de la Jeune Garde a été appelé à la rescousse par des communistes dans le quartier de la Croix-Rousse. Manuel Bompard lui-même sur France Inter ce matin dit oui, pour les écologistes. Et ce mouvement a appelé à manifester. On voyait l'affiche sur des affiches qui mêlent leur drapeau avec le drapeau des Antifas. L'adjoint à la sécurité de Grégory Doucet, le maire de Lyon, en 2022, avait dit « Oui, nous avons fait appel notamment à la Jeune Garde ». Aujourd'hui, il reconnaît que ça a été un interlocuteur parmi d'autres, je cite, dans une démarche de compréhension des violences sur la voie publique. Voilà la métaphore, vous voyez, la façon dont on explique que, oui, on discutait avec eux, on travaillait avec eux là-dessus. De fait, la dangerosité des méthodes de ce mouvement a été sous-estimée par certains et parfois considérée comme un atout par d'autres. Du coup, aujourd'hui, que se passe-t-il ? C'est un argument de la campagne municipale et ça revient en boomerang, puisque depuis ce matin, Sarah Knafo a sorti une vidéo
qui a été cité aussi par Rachida Dati, d'un site non officiel qui mentionne dans les différents soutiens d'Emmanuel Grégoire lors de sa candidature à NFP en 2024, tout en bas, à côté de Place Publique ou Nouvelle Donne, la Jeune Garde. Alors, je dis très précis cité, et n'est pas un site officiel du NFP, c'est un site citoyen non officiel, et d'ailleurs complètement rejeté par l'équipe d'Emmanuel Grégoire aujourd'hui, qui précise que ce site a existé pour tous les candidats NFP de façon indifférenciée, et qu'il appelle aujourd'hui plus que jamais au calme. Jordan Bardella, à son tour, a accusé François Hollande. Écoutez. Ah, on n'a pas de son. Ah, on n'a pas de son. Bon, c'est mal compris. Donc, en gros, il montre ce kit de campagne qui a été proposé sur le site officiel du NFP. Sur le site officiel... On a retrouvé le son. Écoutons-le. D'accord. Regardez par exemple sur son site de campagne, sous les documents de campagne de M. Hollande, il y avait le logo de la Jeune Garde. Donc la réalité, c'est que le nouveau Front Populaire, et qu'en l'occurrence M. Hollande, en tête, ont été élus avec le soutien de ces milices d'ultra-gauche. Alors, la réponse a été immédiate. On va regarder tout de suite la réponse de l'attaché de presse de François Hollande qui montre tous les documents de campagne. En l'occurrence, ces kits de campagne du site officiel n'ont pas été utilisés par un certain nombre de candidats. Donc, ils ont chacun fait leur matériel. Regardez ceux de François Hollande pour sa campagne. Et donc, ça n'est pas celle que nous a montrée. J'espère qu'on va la voir. Ce sont des documents dans lesquels on voit François Hollande avec et pas ces sigles-là. Bon, en tout cas, je voudrais juste citer quelques élus qui avaient fait preuve de plus de lucidité encore à l'époque. Le député socialiste sortant David Habib. Chaque jour, je me félicite d'avoir été le seul député socialiste sortant à avoir refusé l'alliance. Dans un autre tweet, il accuse: si le Parti socialiste avait soutenu un autre candidat, Raphaël Arnaud n'aurait jamais été député. Voilà. Pascal, votre parti pris économique, qui se souvient de Sainte-Soline et ses manifestations ultra-violentes contre les grandes bassines? À l'époque, on disait, oui, mais ça prélève beaucoup trop d'eau. Alors, à la lumière des précipitations, non seulement de ces derniers mois, mais de ces dernières années, on revisite un peu tout cela. Bah oui, je vous propose des images, vous allez voir des images qui sont vraiment contrastées. Là, nous sommes le 25 mars 2023, nous sommes à Sainte-Soline dans le département des Deux-Sèvres, et des organisations écologistes, des ONG ont appelé à manifester contre ce que les écologistes appellent eux-mêmes des méga-bassines qui sont en réalité des réserves d'eau. Vous avez 30 000 personnes qui sont là, et la manifestation, sans surprise d'ailleurs, va dégénérer. Des zadistes qui lancent des boules de pétanque, des bombes incendiaires, les camions de gendarmes ou de CRS prennent feu. Il y a 200 blessés du côté des manifestants, et puis il y a environ 50 gendarmes qui sont eux également blessés. Ces véhicules incendiés, donc, et Gérald Darmanin parle d'ailleurs d'éco-terrorisme. Bon, maintenant, regardons les images d'aujourd'hui. Les images d'aujourd'hui, puisqu'on parlait de l'eau. La question, c'était les réserves d'eau. Là, voilà, nous sommes mercredi 18 février 2026, aujourd'hui même, donc, et ce sont des milliards, je dis bien des milliards de mètres cubes d'eau douce qui sont tombés du ciel et qui tombent du ciel depuis maintenant 35 jours, pratiquement, sur ces régions. Alors, on parle souvent de la ville de Saintes, c'est à une centaine de kilomètres de Sainte-Soline. Toute cette région, toute la partie ouest du pays, le littoral et l'intérieur des terres est inondée, ou une grande partie en tout cas. Et là, on peut vraiment parler de méga pluie. Regardez d'ailleurs la carte de pluviométrie qui est proposée par les services de TF1 avec le concours de Météo France. Il n'est pas tombé autant d'eau depuis 1959. Alors, on nous dit que c'est appelé à devenir la norme. Alors, oui, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être un jour, mais ces milliards de mètres cubes d'eau douce s'échappent vers la mer, ils suivent les cours d'eau, ils suivent les bassins versants, et donc ils sont perdus pour tout le monde. La quantité d'eau que nous pourrions utiliser là, l'été, pour l'agriculture est considérable. Elle pourrait être stockée dans des réserves d'eau. Regardez ces images. Oui, manque pas d'eau. C'est complètement fou, comme le dit Ruth. Et vous savez, à l'époque, quand je vous avais parlé de Sainte-Soline, j'étais venu avec une bouteille d'un litre d'eau. Et je vous avais dit, le stockage de Sainte-Soline, c'est l'équivalent d'une petite cuillère. Mais là, nous sommes face à un bidon de 100 litres.
Et je vous parle d'un dé à coudre ou de la moitié d'un dé à coudre. Donc, par conséquent, nous avons là une ressource que nous devrions stocker parce que il faut observer la situation avec lucidité. Cet été, David, il fera chaud. L'eau de pluie manquera. Les territoires qui sont aujourd'hui victimes des inondations vont sans doute souffrir de la sécheresse et donc il faudra de l'eau pour les cultures. Les grandes cultures représentées dans cette région, les grandes cultures, c'est du blé, du maïs, de l'orge, du colza éventuellement, mais aussi pour les producteurs bio de cette région de Sainte-Soline qui sont les membres à part entière ou des membres à part entière de la coopérative de l'eau. On dit que la politique c'est l'art de l'exécution. Eh bien, moi je pense qu'il faut agir sans tarder, multiplier les réserves d'eau sans puiser dans les nappes phréatiques. Pourquoi voulez-vous aller puiser dans les nappes phréatiques ? Il y en a deux. Il y a une nappe profonde et puis il y a une nappe superficielle. Les deux sont archi-saturés et c'est d'ailleurs une partie du problème. Dans nos campagnes, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on trouve aussi des réserves collinaires. Les réserves collinaires, c'était le bon sens paysan. Le bon sens paysan, c'était, il pleut beaucoup au printemps, il pleut beaucoup en automne et puis l'hiver, on va stocker l'eau, c'est ça une réserve collinaire, et puis on va l'utiliser l'été. Mais il y a aussi les jardins. Vous avez connu les jardins ouvriers. Qu'est-ce qu'on faisait dans les jardins ouvriers ? Souvent, on utilisait, vous savez, un vieux tonneau, on l'ouvrait et puis on recueillait l'eau de pluie pour ensuite arroser ses carottes, ses choux-fleurs et ses salades. C'est vieux comme l'histoire du monde, c'est vieux comme l'histoire de l'agriculture, puisque depuis que l'agriculture existe, on utilise l'eau de pluie et les eaux de ruissellement. Il faut donc dépasser ce débat dans lequel les points de vue idéologiques éloignés de la production agricole se sont imposés pour donner précisément la priorité à nos paysans qui assurent année après année notre alimentation, une alimentation en France de bonne qualité et à bon prix. Et avec encore une fois des réserves sous terre, des nappes phréatiques largement pleines. Votre parti pris international Abnous, on reparle de la crise du couple franco-allemand. Ah, les Allemands nous font une mauvaise manière, vous Français vous n'en faites pas assez pour la défense. Et vous dites arrêtons parce qu'on se trompe. En quoi se trompe-t-on ? On se trompe rien que l'expression. Il n'y a que en France qu'on utilise l'expression le couple franco-allemand. En Allemagne, on parle de moteur franco-allemand ou au maximum d'amitié franco-allemande. Et quand on parle du couple, c'est par ironie en faisant un petit sourire. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit à quel point la France a davantage besoin de l'Allemagne que l'Allemagne n'a besoin de la France. Et ça pour 3 raisons. La première, c'est qu'être en couple avec la première puissance économique d'Europe, c'est se maintenir à son niveau. C'est pour la France de se dire elle n'est pas seule, elle n'est pas marginalisée, elle n'est pas déclassée, puisque regardez, sans nous l'Europe n'existerait pas. D'autre part, il y a quand même une histoire qui est une histoire ancienne, et ça j'y reviendrai, mais qui est le fait que les Français se racontent l'Europe à travers le couple franco-allemand. C'était De Gaulle, c'était une idée de Gaulle de ce narratif-là, c'est de dire en mettant en avant le couple franco-allemand, on maintient la souveraineté française intégrée dans la collaboration européenne. Et parce que c'était aussi le symbole de la réconciliation. Exactement, d'où l'idée de Gaulle. Et enfin, et ça évidemment, ça vous allez tous tilter, comme on dit, c'est un alibi extraordinaire, parce que dès que la France échoue en Europe, c'est parce que c'est la crise franco-allemande. Et ça, à chaque fois, c'est le couple franco-allemand traverse une crise, ça évite d'examiner les causes profondes de ce qui ne va pas en France. Alors dans le désordre, instabilité politique, déficit budgétaire, désindustrialisation, incapacité à former des coalitions européennes alternatives, ce que fait très bien l'Allemagne par ailleurs. Et quand même, quand on regarde la relation franco-allemande, on voit que les divergences sont permanentes, structurelles et irréductibles, et tiennent à des différences de modèle économique, de culture stratégique et de système politique. Regardez là, depuis qu'on a un parlement, une assemblée nationale ingouvernable, on passe notre temps à dire mais regardez les Allemands, ils y arrivent, pourquoi pas nous ? Ça s'appelle une différence structurelle. Si vous voulez que je vous dise. Et aujourd'hui, c'est le SCAF, le système de combat aérien du futur, lancé en 2017, qui devait être le grand projet industriel du 21e siècle du moteur franco-allemand, avec un budget de 100 milliards d'euros qui est au bord de l'échec. Le 18 février 2026, il y a quelques jours, le chancelier Merz a publiquement déclaré que l'Allemagne n'a pas besoin des mêmes avions de chasse que la France. Macron a tout de suite répliqué, si l'Allemagne remet en cause l'avion commun, nous devrons remettre en cause le char commun, autre projet d'envergure, donc là rien ne va plus. L'accord UE-Mercosur qui cristallise le divorce, l'Allemagne est pour ses voitures, la France est contre pour ses agriculteurs, Mélanie rallie l'Allemagne, la France se retrouve isolée, l'accord passe, la dette, le budget, l'éternel clivage, et évidemment
évidemment la question énergétique. La France veut que le nucléaire soit une énergie verte. L'Allemagne, depuis 20 ans, bloque sur le nucléaire pour une raison complètement délirante. L'Allemagne veut que le gaz soit une énergie de transition. La France freine, rien ne va plus. Et c'est comme ça depuis 1963. De Gaulle, Adenauer et le traité de l'Élysée. Le traité prévoyait des consultations régulières entre les deux pays sur la défense, l'éducation et la politique étrangère. Mais l'objectif réel de Gaulle, c'était quoi? C'était de construire un axe continental européen indépendant de l'OTAN. C'était l'obsession de Gaulle. Mais voilà que 5 mois après la signature, parce que ça a été signé le traité de l'Élysée, le Bundestag ratifie le traité de l'amitié franco-allemande avec tout, mais rajoute un préambule pour dire c'est super, mais on maintient une coopération avec les États-Unis et l'intégration militaire de l'Occident au sein de l'OTAN sous direction américaine. Déjà à l'époque. Déjà, donc le préambule, tout ce qui est dit après. Donc le Bundestag, vous êtes bien sympa, on est amis, mais on préfère les Américains. Et pourtant, la photo était belle, et tout est une question de photo. Entre De Gaulle et Adenauer, ils sont à la cathédrale de Reims le 8 juillet 1962, lieu du sacre des rois de France, bombardé par les Allemands en 1914. Ils prient ensemble. Comme la photo était belle, comme la photo qui représente le couple franco-allemand, celle de Mitterrand et de Kohl le 22 septembre de 1984, debout devant le Suaire de Douaumont, se tenant la main pendant les hymnes nationaux, devant les 300 000 morts de Verdun. C'est vrai beau, qu'elle est belle, c'est magnifique. Celle d'avant non, mais aussi, je suis pas ironique, les deux sont belles, et pourtant, à cette époque-là, quand vous les voyez, c'est Mitterrand qui lui avait attrapé la main, ils sont en désaccord sur tout, les euromissiles, la construction européenne, l'économie. Kohl voulait l'unification allemande, Mitterrand en avait peur. Kohl voulait le libéralisme économique, Mitterrand nationalisé vous à tour souvenez de la bras. formule « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux ». Exactement. Le symbole. Avant, Alors évidemment, le symbole de Verdun. Et à l'époque, on avait encore, c'était encore l'histoire. On avait encore un peu de mémoire. Mais voilà, la photo a tellement eu d'émotion qu'on a cru à ce moment-là que ça y est, le couple existait pour de vrai. Mais rien du tout. Et enfin, je fais un petit saut dans le temps. Arrive Emmanuel Macron en 2017 et le discours historique à la Sorbonne en septembre 2017, appelant à une souveraineté européenne avec l'Allemagne pour pilier. Et que fait Angela Merkel? Elle ne fait rien. Elle répond pas. Elle est en campagne, mais rien. Zéro réaction, pas de communiqué, rien du tout. La France n'existe pas. Et quand elle répond, elle temporise. Oui, mais non, mais quand même. Et là, il décide quand même en 2019 de signer le traité d'Aix-la-Chapelle. C'est en gros le traité de 63. Rien de nouveau et rien n'a changé d'un point de vue stratégique. Scholz et Macron, j'en parle pas. C'est le grand froid, le gel. Il se passe rien pendant 4 ans. Ils sont d'accord sur absolument rien. Ils essayent même pas d'être d'accord. Pendant 4 mois. Pendant 4 mois exactement. Mais il se passe rien. C'est la dépression. Et depuis janvier 2026... Scholz et Macron, pardon, je croyais que vous parliez de... Ah non, Scholz et Macron, 4 ans. Pardonnez-moi. Et là, il se passe rien, c'est le grand gel, il se passe rien. Ils sont d'accord sur rien. Et depuis janvier 2026, un nouveau couple émerge en Europe. C'est peut-être le coup de grâce pour le couple franco-allemand. C'est le Merzoni. C'est la couverture du magazine Fortune le 11 février. Oubliez le Mercron, le nouveau couple de l'Europe, c'est le Merzoni de Friedrich Merz et de Giorgia Meloni. Et effectivement, il y a un réel rapprochement. En résumé, il n'y a pas de couple franco-allemand, il n'a jamais existé. C'est vrai. Toute cette relation est basée sur la crise, qui permet finalement à tout le monde de temporiser pour les Allemands, mais finalement de négocier, comme ça a été le cas pour l'Ukraine, ou ça a été le cas au moment du grand emprunt autour du Covid. Le problème, c'est que de crise en crise, surtout que Mélanie est quand même très très forte, à un moment, à force de vivre sur les crises, la rupture devient un moment définitif. Il y a eu quelques belles coopérations, mais François Hesbourg, ici présent, explique ce matin dans Libération que les projets d'avions de combat, de chars, c'est à 10 ans. Or, on a besoin d'armement tout de suite. Et l'Allemagne reste notre premier partenaire commercial, et nous sommes un partenaire commercial essentiel pour l'Allemagne. Vous verrez que l'Italie et l'Allemagne sont parfois sur le même terrain en situation de concurrence. Donc, le Merzoni, comme vous dites, j'attends de savoir s'il fera long feu. Merci à vous trois pour ces partis pris et merci à vous de nous avoir suivis.